Good evening. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce deuxième événement des cycles de webinaires pour traiter l'une des situations les plus urgentes, à savoir le changement climatique en Méditerranée. Ce soir, nous allons nous concentrer sur la question de l'énergie. Je vais tout simplement poser un peu le contexte du changement climatique en Méditerranée. Il s'agit d'un sujet très vaste. La Méditerranée, en général, est la deuxième région qui se chauffe plus rapidement au monde après l'Arctique. Oui, l'Arctique. Et il y a encore un autre élément très grave. Les eaux de la Méditerranée sont les eaux qui se réchauffent le plus rapidement possible. Bien sûr, tout ceci est accompagné par des prédictions assez négatives. 250 millions de personnes vont manquer d'eau dans quelques années, ou une augmentation du niveau des eaux de la mer jusqu'à en mètres jusqu'à la fin du siècle, qui semble très loin, mais il peut s'agir de 20 centimètres dans 10 ans. Et bien sûr, si nous pensons à la situation des villes côtières, eh ben, c'est un grave problème. Cela veut dire que l'eau pourra donc rentrer dans les terres et donc ceci va stériliser les terres et ceci va faire en sorte que les terres soient ne pas propres à l'agriculture. Et puis aussi, à part de l'agriculture, il y a le problème des personnes qui vivent sur les côtes. Donc voilà, nous imaginons la menace que ceci représente, euh, tout en considérant cette question. La sécurité alimentaire repose sur cela. Une augmentation de 20 centimètres va saliniser les terres et ceci va mettre en danger l'agriculture de tous ces pays qui en plus vont devoir faire face à d'autres problèmes liés au manque d'eau. Ceci va impacter des milliers d'habitants. Donc, nous ne devons pas gérer cette situation de manière isolée. Il y a donc l'identité de toute la région qui est en danger. Si vous considérez notre région si spéciale, on voit qu'elle a été le berceau de plusieurs civilisations. La révolution la plus importante de l'histoire de l'humanité, qui n'est pas la révolution industrielle, mais la révolution agricole, qui s'est produite à la fin de la dernière ère glaciale, s'est produite ici parce que nous avons pu bénéficier d'un climat très favorable. La présence de cette grande masse d'eau stabilise le climat et fait qu'il soit plus prévisible. Et si le climat est prévisible, les conditions nécessaires sont là pour commencer à planifier l'utilisation de nos terres. Avant la révolution agricole, nous étions seulement des utilisateurs passifs de l'écosystème. Après la révolution agricole, nous sommes devenus les organisateurs de l'agriculture et ceci s'est produit ici grâce à cette fonction stabilisatrice de la Méditerranée. Mais au fur et à mesure que la Méditerranée cumule plus et plus d'énergie, il la libère dans l'atmosphère et ce rôle de stabilisation devient un facteur chaotique qui fait que tout dans notre région soit imprévisible. Et donc, c'est la stabilité climatique qui a forgé nos identités. Eh bien, nous devons considérer notre culture qui est différente. Nous avons notre propre identité et c'est grâce à ce climat-ci particulier que nous avons. Mais en ce moment, ce climat devient chaotique. Ce n'est plus comme il était. Et ceci introduit un ensemble d'impacts, mais aussi des changements très profonds dans nos intérêts. Les choses qui, avant, nous unissaient,
Par exemple, l'unité de l'Europe, avec tous nos problèmes et conflits, a été déterminée par le partage de ce climat. Mais maintenant, avec l'introduction des cyclones africaines qui divisent l'Europe en deux, eh bien, crée des divisions entre nous. Par exemple, la navigation, la Méditerranée, et nous l'avons dit, la deuxième région qui réchauffe le plus rapidement dans le monde, mais l'Arctique se réchauffe plus rapidement. Ceci pose des problèmes, mais aussi des avantages. Par exemple, avec il y aura l'apparition de nouvelles routes maritimes parce que les glaciers vont changer leur configuration. Et donc, nos amis du Nord vont pouvoir bénéficier de quelques avantages à côté de tous les inconvénients du réchauffement climatique. Mais si nous avons cette possibilité de passer par le nord, cela veut dire que le canal de Suez n'aura plus l'importance qu'il a maintenant. Et donc l'importance de la mer Méditerranée, qui maintenant accueille 22% de tout le commerce maritime mondial, eh bien, perdra de la valeur. De l'autre côté, le climat nous unissait. Et si nous prenons le secteur de la sylviculture et de l'agriculture, par exemple, les deux rives de la Méditerranée, ces 10 dernières années, ont commencé à coopérer de plus en plus. Et ceci, c'est parce que nous sommes mieux conscients des défis climatiques, mais aussi parce que les espèces du Sud peuvent sauver aussi l'agriculture du Nord. Donc, il y a ce grand changement dans l'identité, dans les perceptions. Et donc, nous devons nous assurer que tout ceci est intégré dans nos politiques parce que sinon, ceci deviendra un moteur pour la confusion. Et donc, nous devons bien comprendre tout ça. Dans tout cela, l'énergie joue un rôle crucial. Bien, plutôt qu'une solution, je dirais que l'énergie est l'un des piliers des solutions. Avec le changement climatique, nous rencontrons d'autres problèmes, par exemple une grande asymétrie en Méditerranée en ce qui concerne les personnes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas. Et je peux le décrire aussi dans le contexte du commerce international. Le commerce international en Méditerranée, 90%, se produit entre des États du Nord, 9% entre le Nord et le Sud, et seulement 1% entre des États du Sud de la Méditerranée. Ceci montre comment il y a des asymétries dans la région que nous devons dépasser. En plus, nous avons besoin de plus de développement et nous avons besoin d'une rapide récupération après la pandémie. Et dans tout ça, l'énergie peut ne pas seulement jouer un rôle, mais elle est instrumentale, elle est cruciale. Il n'y aura pas de relance ni de récupération sans un accès équitable à l'énergie. Nous ne pourrons pas résoudre le problème du changement climatique si nous ne pouvons pas gérer de manière rationnelle nos challenges énergétiques. Il n'y aura pas de santé sans un accès juste aux énergies. Et donc, une solution, et je suis sûre que notre invité pourra nous en parler, pourra nous clarifier là-dessus, c'est l'interconnexion. Après la présentation de M. Arabi, je vais partager quelques considérations de la part de mon institution, l'Union pour la Méditerranée, sur l'interconnexion. Pour nous, l'interconnexion est la solution. Cela dit, je vais maintenant passer la parole à notre orateur principal, M. Arabi, et j'aimerais également lui demander de se présenter lui-même, même si nous le connaissons très bien, il est quelqu'un de très renommé, mais il va mieux se présenter lui-même que si je le présente moi-même. Donc voilà, merci beaucoup, Monsieur Arabi. Vous avez maintenant la parole. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mastrojani. Je suis Harabi Monsef, diplômé ingénieur électricien de l'Institut Polytechnique de Kharkov, spécialité centrale électrique en 1987. J'ai commencé ma carrière comme jeune ingénieur à la Société nationale d'électricité et de gaz et j'ai contribué à la réalisation et construction des centrales électriques, plus que 5 centrales, comme chef de projet, et puis directeur de la production de l'électricité à l'échelle nationale, à la STEC. Et après, donc, j'ai passé aux énergies renouvelables.
j'ai été directeur des énergies renouvelables à la STEG et puis directeur général à la société STEG Énergie Renouvelable. Et puis, à la fin, comme président, directeur général de la STEG. La STEG, c'est une société donc, nationale de l'électricité et des gaz en Tunisie, l'opérateur unique d'électricité et des gaz. Aussi, donc, j'ai présidé l'OME pendant 4 ans, METSO pendant 3 ans. J'étais aussi le président du comité des énergies renouvelables dans les pays arabes, les pays arabes. Et j'ai représenté les pays arabes dans la Ligue arabe, dans le comité d'experts. Et aussi, j'ai présidé les sociétés maghrébines, c'est-à-dire Comelec, les pays maghrébins. Et aussi comme vice-président de sociétés d'électricité dans l'Afrique, l'Union africaine. Voilà, Monsieur Mastrogeni, je vous remercie beaucoup pour votre mot d'ouverture. Et si je vous permettez, je vais directement passer donc à la présentation, à mon discours. Merci donc, Monsieur Mastrogeni, pour votre mot d'ouverture. Je tiens à remercier chaleureusement l'IEMED pour cette invitation au MED Dialogue Plus 2030 et aussi à la Fondation CAEXA et plus précisément à cette session dont la thématique me tient particulièrement à cœur. En effet, accélérer la transition énergétique dans le sud-est de la Méditerranée devient de plus en plus urgent si on veut infléchir les tendances actuelles, améliorer la sécurité énergétique, atteindre les objectifs de la mitigation du changement climatique et aussi éviter les effets néfastes sur notre environnement. Pour ma présentation, je m'appuie sur les données de l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, l'OMI, dont j'ai eu l'honneur, comme j'ai déjà dit, d'être le président jusqu'à l'année dernière, et qui, depuis 30 ans, mène un travail analytique exceptionnel de collecte, de traitement des données et élaboration des scénarios énergétiques au niveau régional. Plus précisément, la présentation est tirée de la dernière édition de l'ouvrage de l'OME Méditerranéenne Énergie Perspectives, MEP. Cette édition est la 7e. Cette mission est la 7e depuis sa première publication en 2009. Le MEP couvre 26 pays de la région euro-méditerranéenne et présente des scénarios d'offres et demandes énergétiques à l'horizon de 2050. L'ouvrage inclut également des impacts que la pandémie Covid-19 a eu sur la région en 2020 et 2021 et considère 3 scénarios. Le premier scénario de référence ou laisser faire. Le deuxième, c'est un scénario proactif. Le troisième, c'est un scénario nommé Net Zéro Carbone ou nommé PROMET, qui a été développé pour la première fois dans cette édition du MED dans le cadre des travaux des plateformes énergie de l'Union de la Méditerranée, avec le soutien de la Commission européenne. Pour simplifier ou par simplicité, seul le scénario de référence et le PROMET seront analysés lors de mon intervention. Je vous donnerai plus de détails sur des hypothèses principales des 2 scénarios pour la suite. Tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots de contexte sur notre région méditerranéenne. Quand on parle de Méditerranée, on parle d'une région qui, avec une population de 550 millions d'habitants, représente 7% de la population mondiale. Également, la demande d'énergie en 2018 a atteint aussi 7% de la demande globale
tout comme le PIB. Et en termes d'émissions de CO2, la Méditerranée représente 6% des émissions mondiales. Comme je l'ai déjà souligné, le modèle du MEF inclut 26 pays, l'ensemble des pays du pourtour des Méditerranées. Donc, si on regarde les projections dans ce slide, à l'horizon 2050, on remarque des tendances intra-régionales assez fortes et contrastées. Premièrement, face à une baisse démographique au nord, il y a une augmentation attendue de la population, donc presque de 150 millions d'habitants au sud, dont la moitié en Égypte et en Turquie. Également, les tendances économiques prévoient une accélération de la richesse dans la rive sud, dont le PIB devrait représenter plus de 60% du total régional en 2050. Ces indicateurs, exogènes dans le modèle OMI, ont des implications directes sur les tendances énergétiques régionales dans les prochaines 3 décennies. Effectivement, si on regarde l'évolution attendue de la demande énergétique au nord et au sud, on voit bien qu'il y a une baisse considérable de la demande énergétique dans les pays du nord contre une augmentation importante dans la région sud-est. Ces tendances sont évidemment plus marquées dans le scénario laissez-faire ou de référence, tandis que le scénario NIR zéro carbone au PROMED présente des différences moins accentuées entre les deux régions. En effet, donc, le scénario PROMED envisage des fortes interventions dans le domaine de l'efficacité énergétique et une impulsion des énergies propres dans tous les secteurs d'activité, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dans les pays membres de l'Union européenne à l'horizon de 2050 et en 2060 pour la plupart des pays du reste de la Méditerranée. En conséquence, la croissance de la demande énergétique dans la rive sud reste beaucoup plus modérée en comparaison au scénario de référence, plus 21% contre 111%. Si on décompose l'indicateur de demande énergétique, on constate que la transition énergétique se fonde sur une importante réduction de combustibles fossiles, en particulier le charbon, qui vient presque à disparaître à l'horizon 2050, et le pétrole, dont l'utilisation se concentre de façon prépondérante dans les transports, en particulier au sud. La transition énergétique s'accélère donc sur les retombées des nouvelles stratégies de l'Union européenne, en particulier, et celles au niveau de l'euro-méditerranéen en général, frappe essentiellement la demande du combustible fossile. Le gaz reste néanmoins important dans le mix énergétique méditerranéen, avec 227 millions de tonnes équivalent pétrole en 2050, dont 187 millions de tonnes équivalent pétrole au sud, même dans le scénario PROMED, qui toutefois intègre un pourcentage assez significatif de gaz vert. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Pour mieux analyser les implications d'une transition énergétique sur les émissions de gaz à effet de serre, ce graphique met en relation l'évolution du mix énergétique avec les tendances CO2 projetées dans le nord et le sud de la Méditerranée. Comme on le voit dans le slide, l'évolution des émissions de CO2 est remarquable dans les deux régions. Au nord, plus de 700 millions de tonnes de CO2 seraient économisées sur la période 2018-2050 par rapport au scénario de référence, tandis que l'économie cumulée dans le sud s'élèverait à plutôt de 1,2 milliard de tonnes. Cela s'explique donc par le charbon, c'est-à-dire
comme on est déjà souligné, en effet, que le charbon serait presque effacé dans le nord de la Méditerranée, à l'exception des pays des Balkans, où une part mineure serait encore utilisée pour la production d'électricité, c'est environ de 2,4 millions de tonnes équivalent pétrole en 2050, et considérablement réduit dans le site avec une utilisation industrielle résiduelle en Turquie, par exemple, environ 6,7 millions de tonnes équivalent pétrole. Le pétrole diminuerait dans le nord de 210 millions de tonnes équivalent pétrole en 2018 à près de 8 millions de tonnes équivalent pétrole en 2050. Dans le sud, il passerait de 160 à 90 millions de tonnes équivalent pétrole, avec une consommation importante pour le transport, 60 millions de tonnes équivalent pétrole en 2050. Une réduction de 60% est envisagée de la consommation de gaz dans le nord de 138 à 54 millions de tonnes équivalent pétrole, alors qu'une augmentation de 13 millions de tonnes équivalent pétrole est attendue dans le sud, le gaz naturel étant considéré comme un pont pour accompagner la transition énergétique au sud et en remplacement des sources les plus polluantes. En ce qui concerne les technologies neutres en carbone, le nucléaire décline au nord conformément aux politiques d'élimination progressive en Europe. En particulier, par exemple, l'Espagne prévoit de démanteler complètement ses centrales nucléaires d'ici mi-2030. Et la France a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035. À l'inverse, une capacité nucléaire devrait être développée sur quelques pays de la rive sud, par exemple l'Égypte et la Turquie, ayant annoncé leur intérêt à explorer cette technologie afin de diversifier leur mix énergétique. Mais le changement le plus important est attendu pour les technologies d'énergie renouvelable. L'hydroélectricité devrait croître de 11% en 2018-2050 dans la région nord et 40% dans la région sud de la Méditerranée. Les énergies renouvelables non hydroélectriques passeraient de 73 millions de tonnes équivalent pétrole à 230 millions de tonnes équivalent pétrole dans le nord, soit 3 fois, et de 23 millions de tonnes équivalent pétrole à 149 dans le sud, soit une augmentation d'environ 5,5 fois. À l'horizon de 2050, on considère que les impacts de la grave crise sanitaire que nous sommes encore en train de vivre depuis l'année dernière auront été résorbés. Cependant, l'effet sur la demande a été assez significatif, avec une réduction d'environ 10% dans le nord et 7% dans le sud, bien plus que les crises financières du passé et en phase avec ce qu'on a pu observer en termes de tendance à niveau global. Si, par exemple, on regarde plus en détail l'impact de la pandémie liée au Covid-19 sur les différentes filières énergétiques, on voit que le seul secteur qui a montré une résilience a été celui des énergies renouvelables, le nucléaire ayant été atteint le plus sévèrement. Malgré tout, cette réduction, en particulier dans la consommation de combustibles fossiles, risque d'être temporaire et si elle ne s'accompagne pas d'une transformation drastique de principaux secteurs économiques vers un peu plus vaste développement des énergies propres, en particulier dans le secteur de transport. La crise du Covid-19 pourrait accélérer la transition énergétique, les énergies renouvelables étant la pierre angulaire de la lutte contre le changement climatique. Les réductions de la consommation de combustibles fossiles dues à la pandémie pourraient être temporaires car il n'y a pas de changement
donc structurelles dans les systèmes économiques, de transport et énergétique dû au Covid-19. Le pétrole et le charbon devront rester à des prix historiquement bas. Il y a des risques que l'économie de la production d'énergie recommence à pencher fortement en faveur des combustibles fossiles plutôt que des sources renouvelables. Même si le Covid-19 devait entraîner des changements durables vers le travail, par exemple à domicile, la téléconférence online et l'éducation aussi online, ce type de réponse sociale ne suffirait pas à lui seul à maintenir les émissions mondiales sur la bonne voie pour rester sous 1,5 degrés Celsius de réchauffement au cours de ce siècle de notre planète. Si on regarde plus près les différents secteurs d'utilisation de l'énergie, on peut bien voir que le secteur électrique est de loin le plus avancé dans la transition énergétique, tandis que la consommation finale d'énergie est encore dépendante de combustibles fossiles. Il y a donc besoin d'accélérer la transition dans tous les secteurs à travers des mesures ciblées. La reprise économique dans la phase post-Covid doit nécessairement s'accompagner d'une forte attention sur le volet efficacité énergétique, avant même les énergies renouvelables, et déploiement des technologies propres au-delà du secteur électrique. Si on prend par exemple le transport, les nouvelles technologies telles que les voitures électriques, les biocarburants, l'hydrogène, les gaz verts faciliteront la progressive élimination du pétrole dans ce secteur d'utilisation encore dépendant de combustibles fossiles aujourd'hui. La demande d'électricité augmentera de 70% d'ici 2050. L'augmentation est supérieure à 160% dans le site. Les renouvelables atteindront 71% de la génération ou la production dans le scénario Promet. Ce graphique nous montre également la forte électrification de la consommation finale attendue à l'horizon 2050, particulièrement dans le scénario Promet. La production d'électricité, comme vous connaissez, le secteur méditerranéen est plus proche de la décarbonisation complète. Le Promet conduit à une refonte drastique des mix de production d'électricité, en particulier dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Les technologies renouvelables représentent 90% des mix de production en Méditerranée du Nord et plus de 70% dans le Sud. En ce qui concerne maintenant plus particulièrement la capacité renouvelable, en force est de constater des différences régionales dans l'évolution prévue de la capacité cumulative par technologie jusqu'à l'horizon 2050. L'hydroélectricité représenterait ces 15% de la capacité totale de production d'électricité renouvelable du Nord et 10% du Sud. L'augmentation nette de la capacité sera d'environ 10 gigawatts dans le Nord et de 9 gigawatts dans le Sud, avec une augmentation de 162 gigawatts dans le Nord et 167 gigawatts dans le Sud. Cela est lié à l'énergie solaire photovoltaïque qui va couvrir près de 40% de la capacité d'énergie renouvelable dans les deux régions. L'énergie éolienne devrait aussi atteindre 251 gigawatts dans le Nord, avec un ajout net de près de 178 gigawatts en 30 ans et atteindre 182 gigawatts dans le Sud. C'est avec une augmentation nette de 168 gigawatts, ce qui équivaut à un ajout annuel moyen d'environ 5,6 gigawatts par année au cours des 30 années prochaines. Une autre
croissance significative est attendue pour le solaire Concentrated Solar Power, CSP, en particulier dans la région du sud de la Méditerranée, où sa capacité devrait approcher les 48 gigawatts avec un changement radical par rapport au niveau actuel. Dans le nord, l'augmentation serait également importante aussi, avec une augmentation nette de 21 gigawatts par rapport au niveau d'aujourd'hui. Autres sources renouvelables, la marée, les vagues et l'océan commenceraient à représenter une part importante de la capacité électrique dans le nord, avec plus de 3 gigawatts prévus en 2050, mais pas encore au sud. La bioénergie et la géothermie compléteraient le mix électrique renouvelable, couvrant 2% au nord et au sud, biomasse et déchets, et 0,4% au nord et 1% au sud. Surtout, c'est la géothermie. On s'attend à ce que les technologies qui joueront un rôle pivot soient tous les combustibles verts avancés, comme l'hydrogène et biométhane, et le stockage sur batterie pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables et augmenter le taux d'intégration des énergies renouvelables et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. La voie vers une économie neutre en carbone exige une action conjointe dans plusieurs domaines stratégiques. La priorité étant accordée, comme j'ai déjà dit, à l'efficacité énergétique, une plus grande diversification des sources d'énergie, une augmentation de l'électrification, le renforcement et la modernisation des infrastructures, le développement des interconnexions, comme l'a dit monsieur le modérateur. Donc, il a dit que les interconnexions font partie de l'infrastructure importante, comme les liaisons interpays et comme les interconnexions, donc aussi dans la même région, et le renforcement du réseau moyenne tension et basse tension de distribution. Je cite le projet de l'interconnexion de l'Italie, entre l'Italie et la Tunisie, qui avance bien maintenant en phase des études. Il y a aussi la digitalisation, l'incitation à l'investissement et à l'innovation, la promotion des procédés de produits et de services à faible émission de carbone et l'amélioration des services énergétiques et des choix éclairés pour les consommateurs. Les principaux moteurs de réduction des émissions de CO2 seraient l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. L'efficacité énergétique par la réduction de la demande et en particulier l'électrification des utilisations finales afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles pourrait représenter 49% de la différence entre les émissions de CO2 et les scénarios de référence en 2050. L'énergie renouvelable, remplaçant l'utilisation du combustible fossile, en particulier dans la production d'électricité, contribuerait à la baisse des émissions de CO2 d'environ 39%. Cependant, ces deux facteurs ne seraient pas suffisants pour atteindre l'objectif, car une partie de l'utilisation du combustible fossile n'est pas déplaçable. Les combustibles fossiles auront encore un rôle à jouer en 2050 pour atténuer leur impact sur le changement climatique. Deux pistes. D'une part, les carburants synthétiques, notamment le biométhane et l'hydrogène, et d'autre part aussi les carburants synthétiques, gaz vert, pourraient aussi contribuer à réduire les émissions donc, de CO2 à 4%. Et aussi, il faut voir aussi la séquestration de carbone qui doit jouer un rôle important
dans un avenir neutre en carbone. Donc, et aussi le stockage de CO2, etc. Un autre aspect qui est essentiel au-delà des considérations environnementales et climatiques est aussi la réduction de la dépendance énergétique de la région qui a atteint un niveau assez élevé. C'est 39% en moyenne pour la région sud et 58% pour la partie nord. Il est à signaler que même des pays du sud, traditionnellement exportateurs nets d'énergie, sont devenus importateurs. La transition énergétique permettra à la région méditerranéenne de réduire sensiblement sa dépendance énergétique et aux pays producteurs d'avoir plus de revenus grâce à une diminution de la demande interne, comme affiché sur le graphique. Pour les investissements, pour mettre en œuvre les mesures d'approvisionnement énergétique et d'efficacité énergétique afin d'alimenter la transition vers la neutralité carbone dans le cadre du scénario PROMED, le total des investissements cumulés en Méditerranée est estimé à environ 6 milliards d'euros, soit 200 milliards d'euros par an en moyenne au cours de la période de référence. Des investissements publics et privés substantiels seront donc nécessaires pour atteindre avec succès la neutralité carbone. Cela ne signifie pas que le scénario PROMED devra mobiliser des ressources entièrement nouvelles. Une partie des investissements une partie des investissements à faire correspond en fait à des investissements qui auraient dû eu lieu de toute façon. Par exemple, pour construire et renouveler des logements, en effet, un peu moins de 4 milliards d'euros seraient nécessaires dans le scénario de référence jusqu'en 2050. Il s'agit donc d'une augmentation nette des financements autant que d'une question de réaffectation des financements. Par exemple, un autre exemple, c'est les investissements qui seraient consacrés à l'investissement dans les voitures électriques. N'entraînerait que des coûts supplémentaires par rapport à un parc composé uniquement des voitures thermiques. Pour les investissements détaillés de chaque technologie, je ne vais pas entrer dans les détails et vous donner des chiffres, mais vous pouvez les voir dans le slide Energy Investments by Fuel. Donc, je vais essayer de passer directement à la conclusion. Pour conclure, il est évident que les politiques actuelles, scénarios de référence, ne permettront pas de réduire de façon significative la demande énergétique, encore très axée sur les combustibles fossiles, et par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle régionale. En plus des risques climatiques, il y a différents enjeux à discuter, notamment la dépendance énergétique de la région et les contraintes qu'elle exerce déjà actuellement sur la région. Se remettre donc de la COVID et éviter les chocs futurs graves déclenchés par la crise climatique ne représente pas des intérêts contradictoires, mais plutôt une stratégie d'adaptation qui se renforce mutuellement pour assurer la reprise économique à court terme et pour construire des économies et des synthèses de santé résilientes à long terme. La crise de la COVID-19 semble mettre un avantage et mettre un accent sur la mise en œuvre de technologies propres et de soutien des projets visant à accroître la résilience climatique. Alors que la récession à court terme frappe durement les économies de notre région, la crise pourrait toutefois engendrer de nouvelles opportunités pour profiter des tendances mondiales telles que la relocalisation et de la structuration des chaînes de la valeur mondiale et régionale. La pandémie est susceptible d'accroître la demande des consommateurs et des entreprises en faveur des productions
plus proche, plus durable et plus inclusive. La coopération régionale et l'industrie peuvent jouer un rôle moteur via notamment l'OME pour faciliter une transition énergétique concertée et optimisée. Par ailleurs, le pacte vert pour l'Europe représente sans aucun doute un modèle inspirant pour les pays voisins. Mais de notre vue, seul un pacte vert euro-méditerranéen peut insuffler le changement de pas nécessaire avec une coopération régionale solide et à la hauteur des ambitions pour soutenir une transition énergétique juste et efficace et l'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire. Toutes les technologies et politiques seront également nécessaires pour réduire efficacement les émissions de CO2. Enfin, nous nous félicitons du succès de la réunion ministérielle de l'énergie de l'UPM tenue dernièrement, donc le 14 juin dernier, en Portugal, et de la déclaration conjointe dans laquelle tous les États membres de l'UPM ont convenu d'unir leurs efforts pour relever les défis énergétiques de la région et pour promouvoir une reprise durable et inclusive suite à la pandémie Covid-19. La déclaration ministérielle, il y a 2 jours, renforce l'ambition de la région à contribuer à une transition énergétique verte, juste et équitable, et à exploiter toutes les opportunités existantes conformément aux objectifs climatiques. Forte de son expérience trentenaire dans les différentes technologies énergétiques méditerranéennes et dans la facilitation du dialogue énergétique intra-régional, notre association, l'OMI, poursuivra ses efforts pour accompagner cette transition qui nécessite une forte intégration et implication entre les filières énergétiques conventionnelles et non conventionnelles, ainsi qu'une étroite coopération entre les décideurs publics et les acteurs privés afin de mettre en place un vrai changement qui soit juste et équitable dans les 2 côtés de la Méditerranée, sud et nord. Cet événement, pour lequel je remercie encore une fois l'IUMED et la Fondation, donc pour cette organisation de cet événement, et une autre fois, donc IUMED m'a donné aussi la possibilité de participer pour aussi représenter une valeur ajoutée dans le renforcement du dialogue régional. L'échange d'informations et la diffusion des bonnes pratiques s'inscrit bien dans le cadre de ce qui a été demandé par la récente déclaration ministérielle sur l'énergie. À la fin, je vous remercie tous de votre attention et reste à votre disposition pour toute question. Monsieur Mastrogeni, merci beaucoup et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Arabi. Thank you very much also for ending on Merci beaucoup pour avoir terminé en citant la déclaration ministérielle qui a été signée il y a 2 jours. Il s'agit d'une déclaration ambitieuse. L'OME a été centrale dans la gestion parce qu'elle a été négociée d'une manière étrange. Au lieu de réunir les États pour parler au début, le premier projet de document de déclaration a été conçu par un groupe d'experts qui a été coordonné par l'OME, donc des experts de très haut niveau. Mais j'aimerais revenir sur cette déclaration. Nous savons que cette déclaration est née après plusieurs années où nous avons essayé de réunir les différents intérêts des États autour de la Méditerranée à partir de 2 conversations. L'une avec l'Agence internationale de l'énergie. Et nous nous sommes dit, c'est un moment magique parce que avant, donc,
maintenant, le marché a compris que ceci aide le marché aussi. Disons, ce n'est pas une charge inévitable qui réduit la compétitivité. Non, ceci aide à tous les secteurs à être meilleurs et à gagner plus d'argent. Ça, c'était une conversation. Et l'autre conversation, c'était avec la Commission européenne. Nous savons que la Commission européenne est ambitieuse pour arriver à ses objectifs de zéro émission dans un court temps. Et nous avons donc eu cette conversation. Nous avons essayé de réunir les intérêts des différentes parties prenantes. Certains pays dépendent beaucoup de l'énergie pour leur développement. Et il s'agit d'énergie de transition. Et des fois, ce sont des énergies qui ne respectent pas complètement l'horizon. Et on est arrivé à une conclusion. Oui, l'Union européenne veut devenir zéro net très rapidement, mais ceci est impossible sans les États du Sud. Il faut un grand potentiel solaire de la rive sud afin d'arriver à une situation zéro net au nord. Cela veut dire intégrer des marchés. On a besoin du vent au Portugal, au Balkan et en Jordanie. Donc, l'Europe, pour elle toute seule, elle ne peut pas le faire. Donc, j'aimerais terminer sur cela. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter ce qu'il y a derrière cette déclaration. L'idée que nous avons tous besoin les uns des autres et que Non, Not merci, something merci, that merci has to beaucoup, suffer. Monsieur Mastrogini. Oui, vous avez complètement raison et nous sommes tout à fait d'accord. Et par cette occasion, permettez-moi de vraiment, réellement féliciter et remercier donc l'Union, la Commission européenne et aussi l'Union pour la Méditerranée et les autres organisations et associations qui jouent un rôle important. C'est ça. Vous avez bien donc donné les axes de la déclaration, mais on doit œuvrer ensemble pour l'intérêt commun. Thank you very much. I now give the merci floor beaucoup. to the Maintenant, je vais passer la parole aux personnes qui ont donc reçu les questions du public pour Monsieur Arabi. D'accord. Et donc, je vais leur demander de lire les questions qui ont été posées. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour vos contributions aussi intéressantes et merci pour cette présentation excellente sur la transition au sud et à l'est de la Méditerranée. Nous allons commencer maintenant la partie de questions-réponses parce que nous avons reçu des questions très intéressantes de la part du public. Alors, je vais poser la première question pour que l'orateur et le modérateur aient le temps d'y répondre comme ils font. Et puis, je vais poser la question suivante lorsque vous aurez terminé votre réponse. La première question, c'est pour vous deux, pour Monsieur Arabi et pour Monsieur Mastroianni. Et la question est la suivante. Les objectifs de l'accord de Paris ne seront pas atteints par les renouvelables toutes seules et que l'énergie nucléaire offre peut-être des solutions. Il y a des plans pour construire des sites nucléaires en Turquie, en Jordanie, etc. Comment voyez-vous la situation et comment évaluez-vous cette situation autour de l'énergie nucléaire? Ça, c'est la première question. Je vais y répondre en premier, si vous me permettez. Je peux répondre? pense que oui, Monsieur Arabi est l'expert, mais j'aimerais dire que l'énergie toute seule ne peut pas être la solution. Vous savez, toute la négociation climatique a tourné autour de l'énergie tout simplement parce que nous nous sommes dit que l'énergie est la cause. Donc, l'énergie doit être aussi la solution. Mais après, nous avons compris qu'au-delà de l'énergie, la solution ne consiste pas seulement à la mitigation, mais à l'adaptation aussi. Donc, si nous n'avons pas l'adaptation, nous n'avons pas la mitigation. Il est impossible de réduire les émissions si les économies les plus fragiles souffrent trop à cause de l'impact. Donc l'adaptation fait partie de la mitigation. Mais comment fait-on l'adaptation? Avec l'énergie, mais aussi en revivant la nature. Ce mois, les Nations Unies ont lancé la décennie pour la restauration des écosystèmes. Par exemple, l'eau.
L'eau est rare. Et il y a une solution technologique grâce à laquelle on peut faire des trous dans le terrain et on peut obtenir de l'eau. Et puis, il y a notre solution basée sur l'écosystème qui dit nous devons revivre les forêts parce que les forêts capturent l'eau. Et comme ça, on a l'équilibre hydraulique. Donc, nous devons mélanger les deux choses. L'énergie est essentielle, mais l'énergie toute seule ne peut pas être la solution. Parce que si on charge aussi le secteur énergétique avec toutes les crises, eh ben, on va créer un choc opérationnel. Le secteur énergétique ne peut pas tout simplement réaliser une transformation de 10 à 20% tous les ans. On a besoin des autres secteurs pour contribuer. Le nucléaire, eh bien, c'est compliqué. Et je pense que M. Arabi a plus de connaissances que moi. Donc, je lui passe maintenant la parole pour cette partie de la question. Oui, pour le nucléaire, donc merci beaucoup, Monsieur Mastrogeni. Le nucléaire, ce sont des annonces. La Turquie et l'Égypte sont bien avancés dans leurs annonces, mais il y a aussi la Jordanie et le Maroc, par exemple. C'est pour diversifier leur mix énergétique. Dans cet objectif-là, comme vous connaissez très bien, donc la source, c'est-à-dire les centrales nucléaires, ce sont des centrales donc à haut risque et il faut bien donc bien regarder la partie sécurité de l'environnement et la sécurité des ressources humaines avant tout. Mais avant de réaliser les centrales nucléaires, il y a toute une infrastructure, il y a toute une réglementation à revoir, il y a toute une formation et expertise à donc conquérir. Il y a beaucoup de choses. Les centrales nucléaires, c'est pas facile, mais aussi, donc, il y a des pays qui veulent diversifier leur mix énergétique. Et nous, qu'est-ce qu'on n'a rien à dire, c'est leur choix. Merci à les deux panélistes. La Oui. question suivante est en français et elle s'adresse aussi à vous deux. Pour M. Harabi et M. Mastrogeni, quelle est l'importance présente et future de la production d'hydrogène dans le mix énergétique de la région? Quels sont les bénéfices et les défis de l'hydrogène en comparaison à d'autres énergies renouvelables? Merci. Okay. Shall I start again? Well, there is a lot of. Eh bien, il y a en intéressant autour de l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas un combustible, mais c'est un vecteur, c'est-à-dire il peut transmettre l'énergie d'un endroit à un autre. Donc, c'est un vecteur. La production d'hydrogène en soi pourrait être très intense énergétiquement, donc on ne résout rien si on doit dépenser beaucoup d'énergie pour produire un vecteur qui ne soit pas polluant. Mais il y a une chose qui donne vraiment un rôle important au Sud et qui peut être très important pour rééquilibrer les dynamiques économiques en général. Parce qu'on peut produire de l'hydrogène complètement propre en utilisant l'énergie solaire pour diviser l'eau. Pour avoir de l'hydrogène, à travers l'électrolyse, on divise l'eau, on sépare l'eau. Ceci consomme beaucoup d'énergie, mais si vous avez beaucoup de cette énergie gratuitement à partir du soleil, eh ben, on n'a pas créé des choses très compliquées. On peut utiliser l'hydrogène et puis on peut faire quelque chose de très important, et ça c'est très important pour l'Union européenne parce que l'hydrogène résout la partie la plus difficile de l'équation. Quand on veut atteindre net zéro, il y a une partie de l'énergie qui est connectée au réseau et fournie au réseau. Mais après, il y a une autre partie de l'énergie avec laquelle, qui n'a rien à voir avec le réseau. On ne peut pas devenir net zéro si on ne s'occupe pas aussi du dispatching. Il faut avoir le transport, ce type de choses. Et cet hydrogène vert propre est absolument fondamental.
Il y a des progrès qui doivent être faits encore pour que ce soit viable économiquement et techniquement, mais on avance rapidement. Et dans ce cas, je vais parler de l'Allemagne. L'Allemagne est arrivée là avant que beaucoup d'autres. Maintenant, ils investissent beaucoup d'argent dans le développement de l'hydrogène à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont investi 12 milliards d'euros, mais presque la moitié de cet argent a été donné au GIZ, l'Agence de coopération allemande, pour faire ce que j'ai dit. Ils leur ont dit, nous voulons avoir l'hydrogène, donc nous devons coopérer avec les endroits qui ont le soleil. Et si nous avons cela, nous allons produire l'hydrogène, mais aussi nous allons produire une économie plus juste et plus pacifique. Monsieur Harbi? Oui, merci, Monsieur Mastrogeni. Oui, vous avez complètement raison. Et dans ma présentation, j'ai bien parlé donc de l'hydrogène et aussi d'autres sources d'énergie renouvelable. Donc, je suis tout à fait d'accord. S'il y aura des questions, d'autres questions, nous sommes là. Je ne sais pas. Nous avons donc répondu à ces deux questions, non? Merci, Monsieur Harabi et Monsieur Mastrogeni. Alors, je peux poser la question suivante, qui est en français aussi. Elle s'adresse à vous deux. Alors, les volets efficacité énergétique est souvent négligé au moment de penser... S'il vous plaît, rapprochez-vous du microphone, peut-être. Oui, bien sûr. Désolé. Désolé, merci. Les volets efficacité énergétique est souvent négligé au moment de penser à des moyens de réaliser la transition énergétique. Comment voyez-vous cette dimension? Quelles sont les mesures qui ont été prises dans un pays comme la Tunisie? Est-ce que c'est une priorité? Merci. Oui, tout à fait. Comme j'ai déjà dit, l'efficacité énergétique est avant tout. C'est l'axe principal donc, dans la préservation de notre environnement et la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi dans l'économie donc de l'énergie et aussi l'économie du combustible est important ou plus favorable et facile de réaliser des actions d'efficacité énergétique au lieu d'économiser de l'énergie, donc au lieu d'investir dans de nouveaux projets. Le prix du kilowattheure, le nouveau de kilowatt installé, c'est moins cher quand on peut l'écarter dans l'efficacité énergétique. C'est vrai, en Tunisie, nous avons donné une priorité absolue. Surtout, nous avons un projet Prosol ELEC qui donne des avantages et des subventions et encourage les citoyens d'installer les toits solaires, des installations solaires sur leur toit, et aussi de chauffage de l'eau à partir du soleil, et aussi nous encourageons les actions efficacité énergétique dans les industries. Ils sont aussi subventionnés, donc bien sûr à des seuils limites, mais partout dans le monde, l'efficacité énergétique est le premier pas qu'il faut. C'est un gisement très important qu'il faut bien exploiter. Avant les énergies renouvelables, puis bien sûr, les sources énergie renouvelables doivent venir pour donc réduire surtout les combustibles fossiles. Oui, alors, comme Union pour la Méditerranée, nous comptons sur l'efficacité énergétique pour, disons, 40% de la solution du problème. Mais au-delà des solutions techniques et des programmes qu'on a lancés, par exemple, avec des partenaires danois, on est en train de favoriser le refurbishment. We are favorizing the refurbishment of public buildings. Nous favorisons la rénovation de
bâtiments publics pour qu'ils soient plus efficaces énergétiquement. Donc, il y a une question essentielle qui va au-delà du secteur énergétique. Il y a une manière pour comprendre le développement durable, c'est-à-dire nous voulons faire ce que nous avons toujours fait, mais nous comptons ou nous basons sur la technologie pour que ce soit plus efficace. Donc, avec la même quantité de ressources, nous voulons en avoir plus, mais nous voulons faire essentiellement ce que nous avons toujours fait. Et puis, il y a une autre réponse par rapport au développement durable. Oui, nous avons besoin de technologie pour être plus efficace, donc pour utiliser moins de ressources. Mais avant tout, nous devons changer notre vie. Si nous comprenons que les mêmes comportements qui ont détruit le climat et les forêts sont qui causent des conflits aussi parmi certaines populations, eh ben, il y a beaucoup d'autres choses qui devraient être améliorées au-delà de la technologie et de l'efficacité. Et puis, il y a aussi une autre idée. C'est donc le changement de notre mode de vie, le changement des modalités de production, des procédures. Nous pouvons obtenir beaucoup de bénéfices en identifiant ce dont nous avons vraiment besoin, qu'est-ce qui nous permet de garder une bonne santé. Et c'est aussi une manière d'être efficace énergétiquement. Cela dit, j'aimerais commencer à introduire la fin de la séance parce que moi, je dois vous quitter. Peut-être il y aura plus de questions pour Monsieur Arabi, mais voilà. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci pour votre participation. Le webinaire peut continuer, mais personnellement, je dois vous dire au revoir. Je suis à l'étranger dans une mission, mais j'étais très contente d'être avec vous. Et je félicite les organisateurs de ces dialogues remèdes, les sponsors aussi. Merci pour cette fantastique initiative à travers cette série de webinaires sur le changement climatique. C'est le problème le plus crucial que nous avons dans notre région. Donc voilà, sans préjudice de la continuation de ce séminaire, qui peut continuer avec Monsieur Arabi s'il est disponible, permettez-moi de vous dire au revoir et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mastrogini. Donc, à travers vous, comme secrétaire général adjoint, je remercie l'Union pour la Méditerranée aussi, pour les actions entreprises dans ce sens.